d'une importante quantité de médicaments frauduleux à la foire internationale de Dakar. Cela s'est fait grâce à un contrôle de routine. Jean-Djibril William et Paulette Mendy-Préra étaient présents au moment des faits. Ce sont près de 400 kilos de médicaments frauduleux qui ont été identifiés et saisis au 6S ce vendredi. Cachés dans les ballots destinés à la foire, ils n'ont toutefois pas échappé au flair des chiens de la douane. Ces médicaments sont composés principalement d'antibiotiques, de produits aphrodisiaques et de solutés destinés à la perfusion des malades. On peut dire que c'est 20 cartons de 20 kilos chaque. La libre circulation des produits qu'offre la FIDAK, une aubaine pour les fraudeurs, une situation dont la douane sénégalaise est bien consciente, d'où le regain de vigilance. Il se trouve que les personnes qui ont amené ces marchandises ont profité de la foire parce qu'il y a une célérité, une facilitation dans les opérations. Donc, ces marchandises viennent de la Guinée-Conakry sans pouvoir dédouaner, sans avoir été dédouanées au niveau des bureaux frontières. Cela veut dire que ces marchandises n'ont pas encore acquitté, n'ont pas encore payé les droits et taxes. Les marchandises destinées à la foire internationale de Dakar bénéficient d'un statut spécial lorsqu'elles passent la douane sénégalaise. Toutefois, certains exposants n'hésitent pas à user de cette situation en omettant volontairement de déclarer certains produits au risque de voir ces derniers confisqués. Pour les vendeuses et moins cher pour les acheteurs, un reportage de Papa Ndiaye Diouf et Léa Niafouna. Nogaye Ndiaye est à sa 15e participation à la foire internationale de Dakar. À ses clients, elle offre des choix aux goûts variés. Je viens ici à chaque ouverture de la foire pour vendre des pastels, des sandwichs, poulet entier, demi-poulet, bref tout. Juste derrière le mur du 6S, Nogaye a payé 20 000 francs CFA pour se faire une place, les stands à l'intérieur de la foire n'étant pas accessibles à toutes les bourses. Nous n'avons pas les moyens pour trouver des stands à l'intérieur, raison pour laquelle j'ai dû payer 20 000 francs à la mairie pour m'installer ici. Le temps d'une pause, Binta, une exposante, a préféré quitter son stand pour trouver de quoi manger. J'étais vraiment fatiguée et donc à l'intérieur c'est trop cher. C'est pour cela que je suis sortie ici pour acheter petit déjeuner parce qu'ici c'est moins cher qu'à l'intérieur. À l'intérieur on paye les chandelles c'est à 1500, 1400. Donc à dehors c'est 1800 ou 700. Par manque de moyens, ces femmes restauratrices se sont installées derrière le mur du 6S. Elles y vendent des sandwichs, du poulet grillé et même du dessert au grand bonheur des clients. Fenêtre sur l'éducation avec les écoles sénégalaises qui font les frais de l'acte 3 de la décentralisation. Certains établissements primaires peinent à s'équiper et à doter en fournitures scolaires leurs élèves. Daoud Sow et Sanoussi Sané se sont rendus à l'école Alassane Ndiaye Alou de la Médina. À l'école primaire Alassane Ndiaye Alou de la Médina, Madame Gay nous accueille dans sa classe, le C1B. La dame est dans l'enseignement depuis 21 ans. Dans sa classe, le retard dans la dotation de fournitures par la mairie de la commune est ressenti par élèves et enseignants, mais des solutions alternatives à l'interne sont trouvées. Un élève qui a à côté, qui a un livre, il faut que cet enfant-là puisse partager son livre avec les autres. On essaie aussi de voir dans les parterres. Et quelquefois, on essaie de voir aussi quelques collègues. Quelquefois, il y a des collègues qui ont une bibliothèque aussi assez fournie. Justement, même à la direction de l'école, chacun participe, les parents d'élèves aussi, en attendant de recevoir des fournitures de la mairie. Les parents d'élèves, sur la conduite du comité de gestion, on réunit une certaine somme et c'est avec ça que nous fonctionnons. Avec ça, nous achetons de la craie, c'est avec ça que nous avons la photocopieuse, le frigo, tout ça. Mais pour l'heure, leur mairie, celle de la Médina, mise sur la réfection des écoles, plutôt que sur la dotation en matériel didactique. Nous avons mis un arrêt provisoire sur la fourniture des cahiers, livres, gommes, crayons, ainsi de suite, pour faire un investissement, un grand investissement pour changer le cadre de vie.
Et ça, c'est très important parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart de nos écoles étaient construites depuis le temps des colons. L'éducation est une compétence transférée aux collectivités locales. L'entrée en vigueur de l'acte 3 de la décentralisation fait ainsi d'autres victimes. Des écoles primaires sous la tutelle des municipalités souffrent du manque de paquets de services, à savoir craie, stylos, cahiers et autres. En bref, après l'arrêt de la Cour suprême cassant la mesure d'exclusion des élèves et maîtres, la polémique continue. Le réseau des enseignants apéristes dénonce une politisation de l'école sénégalaise. Pour Youssou Touré et ses camarades, le recrutement des élèves maîtres est purement politique. Ramant à contre-courant du ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, il l'invite à respecter le verdict. En revanche, Youssou Touré suggère que ces jeunes soient récupérés et subissent une autre formation afin d'éviter des conflits pour un apaisement du système scolaire. Karim Wade met en garde ses partisans non contents du comportement de certains d'entre eux. L'ancien ministre et fils de l'ex-président du Sénégal, Abdoulaye Wade, en prison pour enrichissement illicite, dans un article publié dans la presse ce matin, invite les siens à plus de travail. Selon lui, ses sympathisants parlent plus qu'ils n'agissent et profitent de sa situation. Il précise par ailleurs qu'il n'est pas à l'origine de certains propos qu'on lui prête. Place à présent à l'actualité hors de nos frontières qui nous mène aujourd'hui en Mauritanie. Où, pour mettre fin à l'esclavage, 3 cours criminelles spéciales ont été créées. Des sites militaires sont visés par des attaques au Burundi. Le projet d'accord de la COP21 sera finalement présenté ce samedi, et en France avec Manuel Valls qui considère le Front National comme une arnaque. Le tout, c'est avec Fatou Cissé. La Mauritanie a adopté un décret créant 3 cours criminelles spécialisées en matière de lutte contre l'esclavage. 4 mois après le vote d'une nouvelle loi durcissant la répression de cette pratique et doublant les peines prévues contre ses auteurs, a-t-on appris vendredi de sources officielles. Ce décret fixe les sièges et ressorts territoriaux des cours criminels spécialisés en matière de lutte contre l'esclavage, institués par la loi votée en août dernier. Il a été validé par le Conseil des ministres réuni jeudi selon l'agence mauritanienne d'information. D'après ce texte, ces cours siégeront à Nouakchott, la capitale, Néma, sud-ouest, et Nouadhibou, extrême nord-ouest. L'Assemblée nationale et le Sénat ont fait désormais de l'esclavage un crime contre l'humanité, même si les ONG soutiennent que le phénomène persiste dans le pays. Deux camps militaires du nord et du sud de Bujumbura au Burundi ont été arrêtés vendredi par des assaillants. Un bilan provisoire avancé, 12 morts parmi les assaillants et plus de 20 arrestations. 5 soldats ont été blessés par les assaillants qui avaient pour objectif de s'emparer d'armes et de libérer les prisonniers. Les autorités n'ont pour le moment fourni aucun bilan. L'accord final à la COP21 ne sera pas signé avant samedi 9h. Le président de la conférence de Paris sur le climat, Laurent Fabius, l'a annoncé ce vendredi aux côtés du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Les parties présentes au sommet sur le changement climatique à Paris ont décidé de se donner une dernière journée pour aplanir les dernières divergences et présenter samedi matin un texte qui devrait être adopté à la mi-journée. Certains points majeurs comme la mise en œuvre du principe de différenciation ou les dates de révision des objectifs de limitation de hausse des températures ne sont pas encore clairs. Deux options pour notre pays. Le Premier ministre français Manuel Valls a réitéré ses appels à la prudence face à la tentation FN. Le choix du Front National expose la France à un grave risque de division, a déclaré Manuel Valls ce matin sur France Inter. Manuel Valls dit respecter le choix du peuple mais évoque l'arnaque que représente le Front National, un parti antisémite, raciste toujours dans l'outrance, qui n'aime pas la République et qui trompe les Français. En sport, le ciel s'assombrit pour Michel Platini. Sa suspension a été maintenue par le tribunal arbitral du sport. CAN U23, l'équipe nationale du Sénégal condamnée à l'exploit ce samedi face à l'Afrique du Sud pour une qualification au JO
2016. L'entraîneur Hervé Renard, dans une optique de retour en Afrique après avoir quitté le club de Lille. Plusieurs nations sont annoncées, mais rien d'officiel. Henri Ben. La commission arbitrale du TAS a décidé de maintenir la suspension provisoire de 90 jours, mais a ordonné à la FIFA de ne pas prolonger cette suspension provisoire. Dans l'arbitrage entre Michel Platini et la FIFA, le TAS a statué ce vendredi sur les faits suspensifs déposés par Michel Platini. Les arbitres du TAS ont estimé que le maintien de cette suspension provisoire n'était pas susceptible de causer un dommage irréparable à Michel Platini pour le moment. Même si elle était levée aujourd'hui, Michel Platini n'aurait aucune garantie que la commission électorale ad hoc de la FIFA validerait sa candidature avant le 5 janvier 2016. Si la suspension provisoire devait être prolongée au-delà du 5 janvier 2016, alors cette situation constituerait une restriction excessive et constituerait un dommage irréparable pour Michel Platini. En marge de la 3e place qualificative aux Jeux Olympiques de Rio, les Lions affronteront l'Afrique du Sud au stade Léopold Sédar Senghor samedi après-midi. Battue par le Nigeria en demi-finale de la CAN U23, l'équipe nationale du Sénégal devra mettre les bouchées doubles et rester concentrée comme au premier tour pour espérer gagner la 3e place en battant l'Afrique du Sud et continuer à grandir. Depuis la formation du groupe actuel, la défaite contre le Nigeria est le premier revers enregistré par l'équipe nationale des moins de 23 ans en match officiel. Décidé à repartir en Afrique après avoir été limogé le mois dernier par Lille, Hervé Renard a été annoncé un peu partout, dont une nouvelle piste qui semble le mener pour prendre la tête des Black Stars du Ghana. L'homme à la chemise blanche a déjà exercé au Ghana entre 2006 et 2008 en tant qu'adjoint de Claude Leroy et pourrait y revenir en lieu et place d'Avram Grant. Le coach israélien au Ghana depuis 1 an est aujourd'hui dans le viseur du club de Première Ligue Swansea City, qui a remercié cette semaine son manager Gary Monk. Les prochains jours nous en diront plus, puisque Renard est annoncé aussi pour prendre les rênes du Gabon. Aujourd'hui, la rédaction d'Africa 7 fait un focus sur la situation des droits humains au Sénégal. Nos reporters Code Doucen et Tovik se sont entretenus avec le directeur exécutif d'Amnesty International. Vous le devinez bien, c'est l'invité de la rédaction. Monsieur Seydi Gassama, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal. Qu'en est-il réellement de la situation des droits humains dans le pays? Alors, en ce qui concerne les droits humains, je dirais que le tableau est loin d'être reluisant, même si, comparé à certains pays de la sous-région, on peut dire que la situation est meilleure, mais elle est très loin d'être reluisante, pour plusieurs raisons. Les violations que nous avons dénoncées les années passées et qui concernaient essentiellement les restrictions aux libertés publiques, le droit de manifester, le droit, la liberté d'expression de façon générale, les violences policières, les cas de torture. À ces violences se sont ajoutées d'autres formes de menaces aux droits humains, et qui sont le résultat de la guerre contre le terrorisme dans laquelle l'État du Sénégal s'est engagé depuis quelque temps. Et qu'on commence déjà à sentir. Ces formes, bien entendu, nous avons constaté que depuis quelques mois, beaucoup de préfets ont continué à interdire des manifestations. Mais le motif invoqué maintenant, c'est pour des raisons de sécurité. Point. À cette nouvelle forme de violence, bien entendu, j'allais oublier la plus ancienne, qui constitue vraiment une gangrène pour ce pays, c'est la situation des enfants. Dans ce pays, entre 20 000 et 30 000 enfants sont contraints à mendier tous les jours, du matin au soir, pieds nus, parfois en haillons, pour se nourrir et pour entretenir des maîtres coraniques. Il faut que l'on soit clair, nous ne sommes pas contre l'enseignement coranique, mais nous sommes contre la mendicité. Peut-on dire que le Sénégal a connu une régression concernant les droits humains? On ne peut pas dire qu'il y a une régression, mais je veux dire que nous avons beaucoup d'inquiétudes à nous faire. Autant dans des pays comme la France, les États-Unis, l'Angleterre, à cause de la guerre contre le terrorisme, les citoyens ont accepté toutes sortes de dérives par les États. Lorsqu'un pays comme l'Amérique accepte que son gouvernement détient des gens de façon illégale à Guantanamo et les torture, c'est parce qu'on leur dit, si on ne les torture pas, on n'aura pas des informations pour vous protéger contre le terrorisme, pour assurer votre sécurité.
Lorsqu'en France, le gouvernement vote des lois pour espionner les citoyens, les placer sous écoute, violer le droit à la vie privée, c'est parce qu'on leur a dit qu'on a besoin d'espionner tout le monde, n'est-ce pas, pour vous prévenir contre le terrorisme, pour assurer votre sécurité. Manifestement, l'État du Sénégal est en train de s'engager dans cette voie. Hein? Le ministre, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de manifestations sont interdites pour des raisons de sécurité, sans beaucoup plus de motivation. Mais le ministre de l'Intérieur vient d'annoncer devant des députés qui n'ont sans doute pas mesuré la portée de cette déclaration, que les célébrations de fin d'année allaient être interdites. Autrement dit, les réjouissances des jeunes gens allaient être interdites. Alors, c'est une mesure extrême qui n'a pas été prise ni aux États-Unis, ni en France, ni même au Mali, qui sont des pays qui ont déjà fait l'objet d'attaques terroristes. Mais parce que le gouvernement a créé de façon délibérée un climat de peur dans les pays, une hystérie collective dans les pays, bien entendu, nous sommes prêts à tout accepter. J'ai même vu dans la presse que des parents ont dit oui, nous sommes d'accord, nos enfants ne doivent pas faire la fête. Donc, ce sont des mesures que l'État est en train, petit à petit, après avoir créé les conditions d'acceptation de ces dérives-là, est en train d'opérer. Autrement dit, cette mesure, si on l'accepte, on ouvre la porte à d'autres interdictions à caractère politique pour réduire les gens au silence face, n'est-ce pas, au revirement du président Macky Sall par rapport à ses promesses relatives à son mandat. Bien sûr. Et cela, nous devons le craindre. Et nous devons faire en sorte que nous mettons en garde les Sénégalais dès maintenant contre ce danger qui guette la démocratie dans ce pays. Et quels sont les types de violations de droits humains qui persistent encore au Sénégal? La violence policière, elle persiste. Elle persiste. Il y a un mois, à Louga, un jeune garçon d'une vingtaine d'années est mort à la suite d'affrontements avec la police lors de marches navétanes. Il y a à peu près 2 semaines, à la brigade de Yarakh, un jeune homme contre qui une plainte avait été déposée par son employeur est mort à la brigade de gendarmerie de Yarakh. Alors, dans un petit pays comme le Sénégal, si tous les mois, nous devons avoir 1 cas ou 2 cas de décès du fait d'avoir de fortes de sécurité, c'est extrêmement grave. Même dans un pays comme le Nigeria, où ils sont presque 200 millions d'habitants, on n'observe pas ce genre de situation. Monsieur Gassama, dans la synthèse du dernier rapport d'Amnesty International, on soulignait un recours excessif à la force des forces de défense et de sécurité juste pour un maintien de l'ordre. Ce constat a-t-il évolué? Donc, le problème que nous avons au Sénégal, c'est l'inobservation par les membres des forces de sécurité des normes et standards internationaux en matière de maintien de l'ordre. À cause de l'impunité dont ils bénéficient lorsqu'ils tuent des personnes. Deuxièmement, à cause également du manque de formation ou de l'inadaptation de la législation nationale par rapport aux textes internationaux qui régissent le maintien de l'ordre. Voilà. Le rapport d'Amnesty soulignait également qu'en 2013, le gouvernement s'était engagé à créer une commission officielle chargée d'enquêter sur les mauvaises conditions de détention dans les prisons de Liberté 6 et de Rebeuss. Le dossier n'avait pas progressé à la fin de l'année 2014. Qu'en est-il actuellement? Alors, nous sommes au courant d'aucune commission qui a été mise en place pour faire une telle enquête. D'aucune commission. Alors, même s'il existe, pour ce genre de commission qui concerne les conditions de détention, qui sont une préoccupation de tous les Sénégalais, les résultats devaient être rendus publics. Dans un État démocratique, ce genre d'enquête, on ne le met pas dans le tiroir où elle ne reste pas confidentielle. On la rend publique pour informer l'opinion. Parce que les fonds nécessaires à améliorer cette situation dans les prisons, ce sont quand même l'argent des contribuables sénégalais. Il faut leur montrer que la situation est suffisamment grave pour que le peuple puisse consentir un sacrifice financier pour construire une prison. Et au niveau d'Amnesty Sénégal, quelles sont les démarches qui sont entreprises pour venir à fin des différents cas de violation de droits humains qu'on note au Sénégal? Écoute, nous sommes en dialogue permanent avec les autorités, malgré les échanges verbaux parfois extrêmement violents qu'il y a entre nous. Nous essayons de maintenir le fil du dialogue. Nous avons la chance d'avoir un ministre de la Justice qui vient du mouvement des droits humains,
qui n'a pas besoin d'être sensibilisé par rapport à ces questions-là. Il n'a pas besoin d'être sensibilisé. Mais malheureusement, M. le ministre est dans un système où lui, indubitablement, il croit toujours dans les droits humains, mais les gens qui l'entourent dans le gouvernement, et même au palais, ne sont pas des gens qui ont la même sensibilité par rapport aux droits humains. Et nous comprenons que les réalisations soient difficiles, ou les promesses soient difficiles à prendre forme. Parce que si vous êtes seul au milieu des gens pour qui les droits humains sont tout à fait secondaires, et leur réaction à chaque fois qu'il y a des violations des droits humains montre effectivement que pour eux c'est des choses secondaires, bien entendu les progrès deviennent extrêmement difficiles. D'accord. Monsieur Gassama, merci. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Africa 7. Bonsoir à tous.